Pourquoi n'ai-je jamais rien vu? Les grandes personnes ne savent plus croire. Bonjour Dimitri. Bonjour Virgile, comment ça va? Eh ben écoute, moi ça va. Par contre, je suis jaloux parce que je vois que t'as des cheveux super longs et t'as pas de soucis T'as pas de soucis comme moi. Si tu veux, dès qu'on se voit, je t'en donne un peu. Ah ouais. Ouais, je veux bien. Ça m'évitera ouais. de partir en Turquie me faire une chirurgie des cheveux. Bon, en tout cas, je vais finir par croire que c'est toi l'homme sauvage du coup. Eh oui, il y en a qui m'ont dit ça, hein. Pendant 2 mois là que j'étais pas là, on m'a appelé Tarzan. Donc, Ah, ouais, Tarzan, c'est peut-être mieux finalement. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais, exactement. c'est un entre deux. Ouais. Moi, mais Tarzan, c'est chouette. Alors, Ouais. j'étais un peu, je suis pas revenu sur la chaîne depuis un moment quand même. C'est vrai. Bon, Donc là, je suis content de revenir. Mais c'est parce qu'en fait, pendant tous ces mois où j'étais parti, oui. je me suis lancé un objectif, c'était de trouver une créature dont on avait parlé et de ramener pour de bon cette fois. Non, mais Et c'est vrai. je suis absolument... Si, non mais attends, tu vas pas être prêt. Parce que je fais une annonce vraiment, mais ça va vous mettre sur les fesses. Attends, tu Tout veux le monde, dire ça que va là, vous t'es en mettre train sur de les fesses. balancer un scoop international? Un scoop international. Galactique même, j'ai envie de dire. J'ai pas ramené un enregistrement, Ouais. pas une photo, pas des poils, pas une empreinte, pas un morceau de viande. Il y a la bête entière et vivante, Mais non. je vous promets, et je vais vous la montrer. Elle est là? Oui, elle est là. Ah, mais c'est quoi ça? Voilà. Mais Et ben ça, c'est ce que j'ai traqué au fin fond du désert du Mexique pendant 12 mois. Ah ouais. C'est une licorne aquatique. Une licorne aquatique? Et C'est oui, incroyable, tu nous avais ça, caché ça. Et est-ce qu'elle elle est très parle? proche de la licorne alsacienne. Est-ce qu'on peut lui Ouais, poser elle des parle. questions? Ouais, pose des questions, bien sûr. D'accord. Bonjour madame. Bonjour madame. Alors madame ou monsieur? Oh ah, ça veut dire quoi? Est-ce que tu peux nous traduire s'il te plaît? Ça veut dire... Ah, ça Alors, je vais traduire. Oui. C'est un spasme, mais parce qu'en fait, cette espèce communique par spasme. Donc, je vais traduire. J'ai mon traducteur là. D'accord. Alors, pose-lui une question, je traduis. Alors, je voudrais savoir depuis quand les Mexicains sont aussi blonds. Eh, tu pourrais être poli quand même, la licorne. Là. Oh. Non, c'est pas bon, on va pas dire ce que tu as dit. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, ok. Ça a dû te prendre un temps monstre d'attraper une bête pareille. Oh non, vous savez, vendu avec quelques V-Bucks, tu fais rentrer tout ce que tu veux dans les camionnettes. D'accord, et c'est quoi la baguette? Elle lui sert à quoi? Oh, je crois que... Oh là là, il faut lui donner à manger, il faut la nourrir. Elle est en train de... Ouh, elle est pas bien. À nourrir. Ah. Je sais pas la baguette, elle sert à quoi. Ah. Ma licorne, elle sert à quoi la baguette? Waouh. Ah ouais. C'est impressionnant. Ah ouais, d'accord. Ah, il y a du budget derrière. Oh. Alors par contre, on va se la jouer Scooby-Doo. On démasque cette licorne? Allez. Oh bordel. Valentin Barbero. Ah bah alors là, je suis... Et oui, c'était moi depuis le début. Ah, je suis sur les fesses là. C'était tellement bien Dimitri, je fait. ne m'attendais pas à ce que tu sois capable de sortir de telles conneries. Tu m'as bien fait marrer.
En tout cas, on s'attendait pas du tout à ce que ça Je soit ne voyais toi. pas, tu sais. Bon, Valentin, comment vas-tu du coup? Spectaculaire. Ah, je vais bien, le terrain, ça avance bien. Ouais. La famille, le réseau, le wifi, ça avance bien. Le travail, ça avance bien. Tout va bien. Ouais, donc la rentrée s'est bien passée pour tous les deux. Ah, pas encore peut-être pour toi, Valentin. Hein. Ouais, du Ouais, coup, pas d'accord. encore. En septembre. Et Ah, Dimitri, ça ouais. D'ailleurs, grosse félicitations à Dimitri qui a fumé son diplôme de fin d'année. Hein. Voilà, donc ça c'est cool. Donc félicitations à toi. Franchement, Merci. ça promet pour l'avenir. Et du coup, mais quelle entrée en matière, Valentin, dans ce costume, comment dire, magique. Oui. Ouais, vraiment, tu devrais faire le casting pour le prochain Harry Potter s'ils en font un. Oh putain. Oh, le bordel. Harry Potter au pays du crack. Bon les gars, on va revenir sur. Sujet. On va essayer d'être un peu plus sérieux à partir de maintenant. Oh, ça va être difficile avec ce qui vient de commencer là. Je comprends. Donc, vous allez Enfin, nous là, ça va parler. bien se passer. Vous allez nous parler de quoi aujourd'hui? D'hommes sauvages, de créatures préhistoriques. Moi, j'aimerais un petit peu savoir là. On va donner des news déjà par rapport à nos travail respectifs sur le terrain. D'accord. Et puis après, on va faire une partie un petit peu théorie parce qu'on a des choses à dire de ce côté-là. Ça va être majoritairement hommes sauvages, mais pas que. D'accord, ok. Aussi, moi, de mon côté, du coup. Surprise, ça annonce en pagaille. Ouh. On va être gâtés sur la chaîne aujourd'hui. Du coup, pour cette créature préhistorique, j'avais dit que j'allais parler de cette statuette-là. Ah oui, ça. Et je le ferai. À nouveau, créature préhistorique, Dimitri et moi avons une théorie sur la On a survivance. deux théories même. Ouais. Sur la survivance d'une autre espèce préhistorique qui a vécu il y a encore 700 000 ans. On en avait à certains endroits du monde, mais on en a eu en France. Et on pense qu'elle aurait survécu, mais là, c'est beaucoup moins théorique que pour les entélodons. Pour les entélodons, Oui. là, plus tard, je me suis dit, ouais, je suis peut-être allé un peu loin. Ouais, là, on a à nouveau une théorie. Ensuite, je donnerai des news sur le terrain de mon côté. Oui, là, c'est Et beaucoup. voilà, Ouais. Et D'accord. puis, il va y avoir des choses à dire par rapport à ce style-là. J'ai Ouais. des nouveaux par rapport à ce moulage-là. Voilà, D'accord. donc ça Très bien. promet. Alors, par qui on commence du coup? Par Valentin ou par Dimitri? Qui c'est qui se lance? Alors, je peux déjà vous raconter les petites choses qui me sont arrivées. Allez, vas-y. ouais, vas-y. C'est des petites choses. Alors, tout d'abord, cet été, c'est malheureusement la première année où je ne vais plus au Pays Basque rechercher le Bassa Jaune. Malheureusement, cette année, ça n'a pas été possible. Donc, je n'y suis pas allé, je n'ai pas pu ramener les choses de là-bas. Mais, ceci dit, j'ai passé 2 semaines en Haute-Savoie et je n'ai rien cherché là-bas. D'accord. En fait, je n'ai fait aucune recherche. Les choses sont venues à moi toutes seules. Alors, je ne sais pas si j'ai la chance avec moi ou si ça devait arriver, mais c'est arrivé. Alors, c'est pas non plus incroyable, mais c'est étrange. En fait, savoir, j'étais dans un camp de jeunes et on avait fait une sortie camping. On est allé camper pendant une nuit dans la montagne. C'était pas loin du Grand Bornand, c'était par là-haut. Tout savoir pour ceux qui connaissent. Et la nuit là-bas, donc bien sûr, on était dans la vingtaine. On était dans une clairière, on avait posé les tentes, on allait dormir dedans. Et puis vers la nuit, j'étais avec un collègue à moi. Et on voit plusieurs personnes partir dans la forêt avec des filles. Donc nous, on s'est dit, bah tiens, ils vont draguer, on va aller les faire chier un peu. Tu vois, parce que nous, on est comme ça, on aime bien aller casser les bonbons aux gens, des fois, gentiment. Donc on les a suivis, on y allait. Et puis, à un moment, on voit des lumières courir vers nous. On est en pleine forêt, nous, on n'a pas de lumière, on est dans le noir, on les espionne de loin. Et on voit des lumières courir vers nous. Et des gens qui sont agités dans tous les sens. Mais ça, c'est 15 minutes après qu'on soit parti.
Déjà, il y a un animateur qui nous attrape par le callback et qui nous dit qu'est-ce que vous faites là? On vous a pas permis d'aller dans la forêt, ce qui est pas faux quand même, parce qu'on y a été un petit peu. On a vu des gens qui y allaient, on y allait. Et puis après, il y a d'autres jeunes qui viennent en face de nous et qui ont entendu, qui ont dit, vous avez entendu le cri? Et alors, avec mon collègue, on fait, mais quel cri? Bah, le cri qui venait de la forêt. Entendu le cri. Et après, on est retourné au camp et on a appris, mais c'est-à-dire que la vingtaine de jeunes qu'il y avait, il y en avait au moins la moitié qui étaient choqués par ce qu'ils avaient entendu. Paraîtrait-il qu'ils auraient entendu un cri humain provenant de la forêt, un cri qu'ils auraient décrit comme un cri d'homme. Mais comme quelqu'un qui se serait fait mal, qui serait tombé dans un... Donc en fait, s'ils avaient couru dans la forêt, c'est parce qu'ils avaient pensé qu'on avait eu un souci. Et nous, on était dans la forêt, on n'a rien entendu. C'est ça la différence, c'est qu'on était à l'endroit d'où le son provenait, et nous, on ne l'a pas entendu. Et tout le monde l'a entendu, y compris les adultes, hein, absolument. Tout le monde peut assurer qu'il y a bien eu un cri. Alors déjà, la soirée, c'était bizarre. Et puis ensuite, plus tard, vers 1h du matin, on a commencé à se recevoir des pommes de pin sur la tête. Et il n'y avait personne hein, dans la forêt. C'est-à-dire que depuis que nous, on s'était barré dans la forêt, les animateurs étaient au taquet, ils laissaient personne y aller. Et on s'est reçu des pommes de pin qui venaient de dedans la forêt. Des pommes de pin qui étaient jetées. Et donc, qui étaient jetées sur nous, sur les tentes. On s'est demandé, mais qui fait ça? Qui fait ça? Parce que il n'y a personne là-dedans. Et les pommes de pin ne sont pas tombées. Elles ne tombent pas à l'horizontale. Et puis, alors, j'ai rien dit pour pas passer pour un gaga, mais moi, ça m'a fait penser à des histoires avec les hommes sauvages. Hein. Ah là, voilà, les petites expériences. D'accord. Ce qu'il y a de bien, c'est que les adultes peuvent attester de ce qui s'est passé. En tout cas sur le cri. Oui, tout le monde. Ouais. Et c'est amusant parce que dans le même département, à quelques vallées de différence, en 96 ou 97, il s'est passé une expérience aussi avec un homme sauvage, attesté cette fois, c'était bien un homme sauvage, dans une colonie de vacances avec les moniteurs qui ont vu aussi. D'accord. C'était le fameux cas du nain de Morillon, la station de ski de Morillon. Là, il y a même eu un rapport de police là-dessus, donc c'est très sérieux. D'ailleurs, on avait parlé parce qu'il y avait des animateurs là où j'étais qui avaient beaucoup travaillé dans la région et ils connaissent l'histoire un peu. Enfin, il y en avait un au moins qui en avait connaissance de loin. Donc voilà. D'accord. C'est un petit peu l'histoire. Est-ce que les adultes savaient que tu t'intéresses à ça un petit peu et tout ça? Enfin, les animateurs avec qui t'étais? Non. Non, je n'ai pas parlé là-bas. J'étais pas là-bas pour ça. J'étais là pour me vider la tête un petit peu. J'allais pas. Non, mais c'est bien parce que comme ça. ouais. Parce que je pense que peut-être qu'eux auraient pu s'amuser après à faire ça. Mais s'ils sont pas au courant, ça veut bien dire que ouais, ce qui s'est passé, ça reste un mystère en gros. Le cri et puis les pommes de pin. Ouais. Ça, c'est étrange. Bon, qu'est-ce qu'on a encore? Et Valentin, t'as du nouveau toi de ton côté? Valentin. Oui. Alors, je sais pas si j'en avais déjà parlé, mais moi, les hommes sauvages, enfin, du moins de mon côté, et très régulièrement, genre à peu près une fois toutes les 2 semaines, je suis en train de leur donner de la nourriture. Genre, j'ai pris un endroit spécifique et je mets de la nourriture au sol et j'ai remarqué que cette nourriture disparaît. Donc, on pourrait se dire oui. Valentin, désolé de te couper. L'endroit où tu laisses cette nourriture, c'est là où tu t'étais filmé, où on voit quelque chose un petit peu derrière, au loin. J'en avais mis aussi dans ce coin-là, mais là, c'est autre part. D'accord. Mais ça reste quand même dans un périmètre proche. Oui. Au loin, c'est... non, pardon. Non, pas du tout. Tu parles de l'espèce de main. De main avec un piège, tu parles, Valentin? Ah non, ça, j'en avais pas encore parlé, mais heureusement que tu m'en as fait penser. Voilà. Du coup, non, mais du coup, là, je pense que je vais en parler juste après, du coup. Donc, comme je disais, je dépose de la nourriture et elle disparaît. Mais c'est pas seulement ça. En fait, j'ai remarqué qu'elle disparaît, mais
je leur donne de la nourriture une fois toutes les 2 semaines. C'est au bout, si je reviens la première semaine que je leur ai déposé de la nourriture, ce que je leur ai donné est toujours là. Par contre, si je reviens la deuxième semaine, cette fois-ci, c'est plus là. D'accord. Et des fois, je remarque, genre, à un moment, j'avais posé 2 pêches plates. Et quand je suis revenu au bout de ces 2 semaines, les pêches plates avaient été mangées, puisque, en fait, il restait les 2 noyaux. Un sanglier ou un chevreuil, lui, il l'aurait mangé, il aurait avalé le noyau, voire même qu'il l'aurait mâché. Et il ne l'aurait pas laissé comme ça. C'est pas possible. Et si c'était genre les micro-organismes comme les insectes, vers ou autre chose, je ne pense pas qu'il les aurait mangés en seulement 2 semaines. Et il serait resté quelque chose. Il m'arrive des fois de leur poser quelque chose à manger, et quand je reviens, en fait, ils ne l'ont pas touché, hein, ils l'ont laissé. Ça m'est arrivé avec un poireau, avec une courgette, avec une carotte. T'as trouvé des traces autour? Non. Non, en fait, tu vois, il y a des feuilles partout, du coup, même si quelque chose marche dessus, ça se décompacte, et du coup, il y a tout qui disparaît. Et Valentin, du coup, qu'est-ce qui te fait dire que ça pourrait pas être d'autres animaux qui viendraient pour les manger? Eh ben, une fois, on m'a fait un cadeau. Genre, à l'endroit où je déposais cette nourriture, j'ai trouvé une feuille d'un arbre, je ne sais pas trop quelle variété, je ne la connaissais pas celle-là, mais cette feuille avait été enroulée en fait. Et elle avait été enroulée de manière, comment dire, déjà les bords, on aurait dit que les bords de la feuille avaient été pliés. Attends, j'ai même mieux, elle est sèche, mais je l'ai gardée avec moi. Voici, alors, tu sais quoi, je vais allumer un peu la lumière. Voici la feuille que l'on m'a donnée. C'est une feuille enroulée. C'est plié et enroulé. On peut voir au niveau des extrémités, je ne sais pas si on voit bien là, que ça a été visiblement plié. Et j'avais essayé de l'ouvrir, même quand j'essayais de l'ouvrir, c'était quand j'étais sur le terrain. Quand je l'avais attrapée, elle était beaucoup trop difficile à ouvrir. C'est quelque chose qu'il a fait, mais il y avait un savoir-faire et il devait bien savoir se servir de ses doigts, parce que moi, je n'arriverai jamais à enrouler quelque chose comme ça. Après, ce qui est intéressant, c'est que un animal va pas s'amuser à faire ça. Et un humain, s'il te bouffe tes pêches, je pense qu'il s'en bat les steaks de te laisser un cadeau de ce genre. Donc, je peux comprendre, je pense que tout le monde peut le comprendre, que oui, à ce moment-là, on peut vraiment parler d'un présent, possiblement en tout cas de ce qu'on appelle un ou des hommes sauvages ou femelles sauvages, enfin des femmes sauvages aussi. On ne sait pas. Donc, moi, je pense que c'est un groupe qui se trouve là. Ça doit être un groupe. D'accord. Un petit groupe, mais un groupe. Peut-être une famille, peut-être un couple. Les couples, c'est rare, mais on a des témoignages. D'accord. Généralement, c'est les femelles qui élèvent leurs petits tout seuls, mais c'est peut-être une femelle avec ses petits ou un couple, je sais pas. Mais je pense qu'il y en a pas mal qui sont qui s'intéressent à moi. Je développerai ça plus tard. Après, ce que je peux dire aussi, c'est que si je pense surtout que c'est bien des hommes sauvages qui viennent récupérer cette nourriture, c'est aussi qu'une fois, je me suis dit, c'est quoi, pour m'assurer que c'est bien un homme sauvage qui vient récupérer ce que je pose, je vais donner un objet. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit appôt en bois que j'avais, un appôt à colvert, à canard colvert, que j'avais quand j'étais gamin et que j'utilisais quand j'allais à la pêche. Et je me suis dit, je vais le poser là et je vais revenir au bout de 2 semaines pour voir si ils l'ont embarqué. Et quand je suis revenu à la fin de ces 2 semaines, il était plus là. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est passé par là. Ouais. Et ça, il y a qu'un animal qui possède un pouce opposable, donc qui est capable de saisir des objets, pour faire ça. Donc, très certainement un primate. Et donc, voilà, ça veut sûrement dire qu'il y en a, voilà, qui passent
qui savent que je viens déposer de la nourriture là. Et même chose que j'ai remarqué à l'endroit où je vais, j'en avais déjà parlé lors du live, à l'endroit où j'ai déposé de la nourriture, il y a un endroit où je passe justement pour déposer cette nourriture, et j'ai remarqué qu'en fait il y avait une aubépine à l'endroit à laquelle je passais, et cette aubépine, il y avait comme des branches qui avaient été posées dedans au bout d'un moment. Et donc Oui. moi, on va dire, ça me forçait à contourner cet endroit. Mais quand je le contournais, je suis revenu quelques semaines plus tard, en fait, il y avait à nouveau une branche qui avait été posée à l'endroit où je passais justement pour la contourner. Et je me suis dit, en fait, j'ai l'impression que ça veut dire ne passe pas par là. Genre, il aimait pas trop que je passe par cet endroit. Et là, ça a fait un peu tilt dans ma tête. Je me suis dit, attends, s'il pose des branches là, pour que je passe pas par là, ça veut dire qu'il sait que je passe par là. Donc quand je viens, ça veut dire qu'il me voit. Et c'est là qu'on se rend compte, en fait, on se dit, en fait, ils sont tellement discrets, ils peuvent être juste derrière toi ou juste à côté de toi, en train de t'observer, voir ce que tu fais, tu t'en rends même pas compte. C'est pour ça qu'on n'a jamais réussi à leur mettre la main dessus. C'est parce que si tu veux pas qu'ils te voient, si tu veux pas qu'ils te trouvent, tu les trouveras jamais. Ils ont une volonté de rester cachés, c'est incroyable. C'est pire que le lynx, cette bête. Peut-être pas pire, mais ouais, en plus c'est capable d'imiter les bruits d'autres animaux, comme on connaît d'autres animaux qui sont capables d'imiter le bruit, même les oiseaux qui sont capables d'imiter le bruit d'autres bestioles dont ils ne sont pas du tout apparentés, comme certaines perruches qui peuvent parler. Mais ceux-là, c'est vraiment, ils arrivent à imiter certains piaillements des oiseaux, donc oui, ils arrivent vraiment à se fondre dans la masse. Chose que j'ai remarqué aussi, c'est que dans le coin dans lequel je vais, il y a de la forêt gérée durablement. Mais gérée durablement, mon œil, ils font ça comme des merdes, c'est défriché, mais ils font ça vraiment mal. En plus de ça, il y a des gens qui viennent déposer des déchets. L'ONF ici, elle autorise la chasse ici hors des saisons, elle te fait payer pour que tu ailles chasser. Donc, on va dire, c'est des trucs qui sont un peu constamment soumis sous la peur. Il y a des gens qui viennent foutre le bordel. Il y en a qui rentrent des fois avec leur scooter dans cette forêt et qui font un bruit un boucan de fou. J'ai remarqué que les gens ne sont plus du tout, ne savent pas bien se comporter en nature. Mais c'est ça. Moi, ce que je fais quand je viens, je leur dépose de la nourriture. Je suis calme, j'essaye de faire le moins de bruit possible. Je fais de temps à autre du ramassage de déchets. Je me montre respectueux de la nature. Je leur donne à manger, je leur donne même des fois des cadeaux. Au lieu de leur donner à manger, des fois, je leur donne des objets. Même des fois, je tourne autour de leurs arches. Je pense qu'ils ont compris que je suis pas dangereux et qu'ils peuvent me faire confiance. J'arrive pas à les approcher d'assez près peut-être pour les voir ou pour les étudier, voire même pour les caresser, mais j'ai remarqué qu'en fait, ils ont moins peur de moi. Ils me font beaucoup plus confiance et même des fois, j'arrive à entendre des trucs, à voir des choses. Tu dis, si j'étais monsieur tout le monde, ça m'arriverait peut-être pas. Et là, ça m'arrive. Il y a une fois, j'étais en train de suivre un cours d'eau, en fait, parce qu'au bord de ce cours d'eau, j'avais posé une caméra de chasse. Donc, j'étais allé la récupérer. Et sur le chemin du retour, sur la rive qui était à ma droite, j'ai entendu quelque chose de gros bouger et se déplacer d'un coup. Et ça devait être un truc genre 4-5 mètres de moi. Et quand j'ai tourné la tête, en fait, j'ai vu comme s'il y avait des branches, tu sais, qui avaient été écartées, comme si quelque chose regardait, et puis c'est parti, et on voit les branches en l'air qui bougent. Et j'entendais que ça marchait de 1, je me suis dit, bon, c'est peut-être un chevreuil qui m'a remarqué au dernier moment et du coup qui est parti. Mais je me suis dit, putain, ça a l'air vachement gros pour un chevreuil, ça a l'air vachement massif. Et surtout, chaque fois que j'ai vu des gibiers ou d'autres animaux, d'autres oiseaux,
quand ça te remarque, ça part en courant, ça fuit. Là, c'était parti tranquillement. Et quand je te parlais de ces branches qui avaient été écartées peut-être et qui bougeaient en l'air, c'était au moins 50 cm plus haut que moi. Et je mesure 1m73. D'accord. Donc, il y a possiblement quelque chose de... Ils sont très gros. Ceux qui sont dans ce bois-là, ils sont très très gros. Et ce que je me demande, c'est si c'est pas, comme j'avais dit, une femelle avec des petits. Parce que encore des fois, j'ai l'impression d'être observé et qu'il y a quelque chose qui me surveille de loin. Encore des fois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui essaye de jouer avec moi, tu sais, qui veut voir quelle réaction je vais avoir si je fais ça. Il y a eu un moment, je suis vers un sentier, bon, c'était un très grand sentier, un sentier, on va dire, c'est le sentier principal, c'est le sentier grand, gros, large, que je suivais. Et il y avait personne d'autre que moi, c'était calme, alors que d'habitude, bah voilà, il peut y avoir des bûcherons dans le coin. Quand je marchais, il y a eu un moment, je suis arrivé à un endroit, il y avait un végétal bien buissonnant, donc il couvrait, si t'étais derrière, il couvrait tout. Et j'entends juste derrière, tu sais, comme s'il y avait quelque chose, tu sais, qui tenait deux cailloux dans la main et qui les faisait s'entrechoquer. Dès que je m'avançais, j'entendais des tac, 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 tac. Quand je m'arrêtais, ça s'arrêtait. Puis je me ravance encore. Il en a parlé, ça. Du fait Ouais. qui s'entrechoquent. Ouais. Donc je m'arrête, ça s'arrête. Je ravance, tac, tac, j'entends à nouveau ces cailloux qui se frappent, je me arrête, je recule, j'entends rien, je me ravance, à nouveau j'entends ces cailloux qui frappent, donc ça veut dire qu'il y a une conscience derrière. Et je me dis, bon, c'est sûrement rien, il y a peut-être rien, c'est peut-être pas grand-chose. Donc je m'avance, j'entends à nouveau ces cailloux frapper, je suis un peu trop près de ce buisson, et si je suis trop près, là ça s'arrête. Là il n'y avait plus de bruit, on aurait dit comme s'il était prêt à fuir, au cas où je m'avançais un peu trop vers lui. Et dès que je suis un peu plus loin, là j'entendais ces cailloux qui se remettaient à taper. Une autre fois, j'étais dans un coin qui avait été très très défriché, énormément défriché, c'était dégueulasse, mais la nature avait un peu repris ses droits. Et je marchais, je m'avançais un peu partout, je regardais partout autour de moi, et à un moment, j'entends comme un bam, et je tourne la tête et je vois, en fait, il y avait une branche qui avait été jetée sur un chêne, un grand chêne qui faisait à peu près 20-30 mètres de haut, et c'était à la partie où ça se ramifiait, en fait, où il y avait toutes les branches qui partaient, Oui. où cette branche avait été jetée. Et au début, je me suis dit, c'est une branche de cet arbre qui est tombée et qui a tapé là. Tu veux dire jeter pour être encastré? Non. Non. Non, clairement pas. Non, c'était une petite branche qui devait faire à peu près cette taille. Ah, d'accord. Enfin, une petite tige, quoi. Ok, ouais, je pensais que c'était... Le temps que je tourne la tête, je l'ai juste vu tomber. Mais tu vois, là, je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. C'est pourquoi est-ce que c'était de cette branche-là? Enfin, comment se fait-il que si c'était de cet arbre-là que ça a été tombé, pourquoi ça avait tapé aussi violemment le tronc? Et quand je l'ai vu retomber, même quand je l'ai vu retomber, j'ai trouvé ça un truc étrange, c'est que quand il a tapé le tronc de l'arbre, j'ai remarqué la branche avait dû rebondir, et elle était partie quand même assez loin, genre je dirais à peu près 2 mètres du tronc de l'arbre, qu'elle s'était éloignée en tombant. Et je me suis dit là, ça a quand même dû bien taper le tronc de l'arbre pour que ça s'éloigne à ce point-là, pour que ça rebondisse aussi bien. Ensuite, juste après, j'avais l'impression d'entendre des coups dans des arbres, donc si tu veux, de loin, t'as l'impression que c'est des coups de feu, mais des coups de feu qui viennent d'assez loin. Oui. Donc, j'entends ça, donc ce que je me dis, c'est que je prends un bâton,
je tape contre un arbre, j'attends, bam, j'entends à nouveau un coup. Je redonne un coup, j'entends à nouveau un coup. Et on se fait un échange comme ça pendant un certain temps. Et je me dis, non, ça vient d'un autre endroit, c'est pas ça, c'est autre chose, tu vas voir, tu vas t'arrêter, ça va continuer. Je me suis arrêté, ça s'est arrêté. Il n'y avait rien d'autre. Et tu sais, quand tu arrives à créer un lien comme ça avec eux, genre, t'as l'impression qu'ils s'amusent avec toi ou qu'ils essayent de communiquer avec toi, ou genre qu'ils arrivent à donner des coups dans les arbres, tout en sachant bien que c'est toi, parce que, on va être honnête, hein, quand je lance des cris, j'ai pas de réponse. Quand je donne des coups dans les arbres alors qu'il n'y a rien, j'ai pas non plus de réponse. Pourtant, j'ai cette impression qu'ils sont là quelque part. Et donc, je pense qu'ils savent ce que je suis. Ils sont pas stupides, comme l'a dit Philippe Coudray. Il ne faut surtout pas sous-estimer leur intelligence. L'homme sauvage est très intelligent, très malin, mais surtout très curieux. Des fois, leur curiosité, ça peut les trahir un peu. Et tu peux les voir. J'avais un autre moment, j'avais un de mes potes, un ami, je lui avais dit vas-y, si tu veux, je t'emmène dans la forêt, je t'emmène à la recherche de l'homme sauvage. Je lui avais parlé un peu de l'homme sauvage, et il nous était arrivé quelques trucs. C'est-à-dire qu'on s'était rendu à un endroit, et d'un coup, on se met à entendre un coup dans un arbre à notre droite, à notre gauche, mais d'assez loin. Puis on entend un coup dans un arbre à notre droite, mais à nouveau de très loin. Puis on en entend un derrière nous. En fait, on s'est rendu compte qu'ils étaient plusieurs, chacun de leur côté, à nous signaler leur présence. Et ou nous signaler leur présence, bon, ils étaient assez loin. C'était pas un coup dans un arbre d'intimidation, c'était plus un coucou, je suis là. Parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est que ces animaux, ils ont deux manières de frapper dans les arbres. Donc ils en ont un premier, qui est alors c'est chaque spécimen se trouve dans un coin de la forêt très éloigné, et ils vont donner un coup dans un arbre, ils vont attendre quelques secondes, et normalement quelques secondes après, il y a un autre spécimen à un autre endroit de cette forêt qui va donner un coup dans un arbre. À savoir qu'ils ont une telle force que quand ils font ça, alors Éric Joie avait dit que de son côté au Canada, les coups dans les arbres étaient tellement intenses qu'ils étaient similaires à, voire même plus intenses qu'une détonation. Et je crois même qu'il avait dit que tu sens carrément l'onde de choc en toi. Alors ils ont cette manière de communiquer qui est un peu une manière de dire coucou, je suis là. Et il y a une autre manière de frapper dans les arbres. Donc c'est-à-dire que si tu te trouves dans un coin en forêt autour de ton campement, comme toi ça t'est arrivé, Dimitri, t'entends quelque chose en train de taper dans les arbres et t'entends des bam, 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 et que ça tourne partout autour et ça donne des coups, ça c'est une technique d'intimidation. Mais ce que je trouve, ce qui me, on dit que ces animaux sont très territoriaux par moment, mais je n'appellerais pas ça de la territorialité. Je pense simplement que c'est un moyen de certains spécimens de s'affirmer. Tu vois, un peu pour dire, genre peut-être histoire de tester leur statut, histoire de voir s'ils sont toujours aussi forts ou si la personne en face de lui va lui opposer de la résistance ou va tenter de le faire fuir tout simplement. Parce que c'est des animaux, en fait, comme l'a dit Philippe, c'était Jean-Louis Lemoret en parlant de l'Almasty, leur vie est une quête perpétuelle de nourriture. Ils ne restent pas au même endroit, ils sont pas sédentaires. Donc, c'est pas vraiment de la territorialité du coup, parce que c'est pas leur territoire, puisqu'en fait, ils vont partout. On peut même voir durant dans le Caucase, ils allaient carrément dans les villages. Leur territoire, c'est partout, quoi. Ils ont pas peur. Enfin, comment dire, c'est pas qu'ils ont. Je vais pas dire ça comme ça. C'est pas qu'ils ont pas peur de l'homme. C'est que en fait, ils s'en foutent un peu des limites, quoi. Donc, je pense qu'on devrait trouver un terme scientifique pour expliquer ça.
autre que la territorialité. C'est comme j'ai dit, c'est plus une manière du spécimen de s'affirmer, tu vois, un peu histoire de dire je suis là. Et dans ce genre de situation, généralement, c'est pas une très bonne idée de résister, tu vois, déjà quand ils te font comprendre que t'as rien à faire là, c'est pas une très bonne idée de résister parce que, comme on l'a vu avec, comment est-ce qu'il s'appelle de nouveau ouais, ah oui, Brice, ouais. Oui, voilà. Lui, ce qu'il a eu autour de lui, c'était pas un dogman, c'était un homme sauvage. Et je pense qu'il a eu affaire à un gros mâle qui a eu envie de, tu vois, un peu de les faire dégager, tu vois. Je comprends un peu ces animaux. Euh, Tu marches, tu t'avances un peu dans ta forêt, tu tombes sur un sentier. Déjà, moi qui ai l'habitude de m'enfoncer dans les forêts, tu tombes sur ça, ça te casse totalement ton délire. Quand tu as l'habitude de tomber sur des beaux paysages, ça te casse tout ton délire. Tu vas, tu vas un peu trop loin, tu tombes sur une route, tu vois des voitures qui traversent de partout. Tu vas à un autre endroit, tu vois des mecs qui foutent le bordel dans la forêt, des mecs qui coupent du bois. À un moment, on peut comprendre pourquoi ces animaux sont un peu énervés, et on peut surtout comprendre que quand tu leur tombes dessus, ils peuvent avoir envie de se foutre un peu sur la gueule. Bref. Sinon, souvent, ce qu'ils font dans ce genre de moment-là, c'est essayer de te faire bouger. Genre, ils te feront jamais de mal si tu veux dans ce genre de situation, mais c'est pas une bonne idée de rester là. Donc, on l'a vu avec Brice. Lui, ils avaient entendu des grognements. Il y a un truc, il a fait s'effondrer un grand pin, un arbre qui était là depuis un moment. Il l'a fait se casser la gueule. On leur balançait des objets dessus, et même c'était quelque chose qui m'avait dit en off à côté, quand ils sont partis en courant, ils entendaient quelque chose encore derrière eux qui les coursait. Et, il m'a dit ça marchait discrètement, mais ils entendaient encore quelque chose derrière eux. Qu'est-ce qui s'était passé? Donc, tu vois, quand aussi chose qui est assez intéressante, c'est j'ai remarqué les grognements. Je pense savoir comment est-ce qu'ils font ça. Chose qu'on apprend déjà dans le livre de Christian Le Noël avec une représentation, une gravure en bois dans une église ou je sais plus trop quoi, je suis plus trop sûr de l'endroit, et que Jean-Louis Lemoret parle chez Nurea TV. Ils ont un sac vocal, donc je pense que je t'enverrai une image. Le sac vocal. C'est quand même récurrent dans les témoignages, surtout ceux au Caucase et ceux dans la partie occidentale de l'ex-URSS, donc Ukraine, Biélorussie, Pays-Baltes, Russie-Baltes jusqu'en Finlande, on trouve les témoignages avec le sac vocal. C'est vrai ce que tu dis, Valentin. Et j'ai le livre, je crois que oui, c'est dans une église, c'est une sculpture en bois. Oui. Et okay. Comme je pense que je t'enverrai une image d'un gibbon. Si tu veux, Virgile, pour que tu puisses la mettre, parce que le gibbon, tu vois, c'est une espèce de petit primate qui a un gros sac vocal. Là, tu peux bien le voir, c'est un bon exemple. Ces animaux-là, ils ont un sac vocal, et je pense que pour les grognements, je pense ce qu'ils font, c'est que ce sac vocal, ils le gonflent, et ils le dégonflent tout doucement. Mais tu vois, si tu prends un ballon et que tu le fais dégonfler, mais que tu tiens toujours le ballon, t'entendras, ça fait une espèce de... Et je pense que ces animaux-là, en plus de ça, ils ont des cordes vocales, donc ils peuvent gérer la qualité sonore, à quel point c'est grave, comment est-ce que exactement ça va sortir. Et avec ce sac vocal, il va le faire, ils vont le dégonfler et ils vont, mais tout doucement, presque même en le faisant trembler. Et c'est ce qui donnera ce côté guttural ou cette impression de grognement de chien, mais gros chien. Généralement, quand ils font ça, ils te feront jamais de mal. On a très peu de témoignages d'Almasty ou même de ces hommes sauvages qui se sont montrés très agressifs. Généralement, même si on vous balance des objets dessus, ils visent assez bien pour faire en sorte que ça tombe à côté.
c'est toujours pour essayer de vous faire fuir, jamais pour vous faire de mal. Ils arrivent à rester Il y a assez une raison. discrets. C'est arrivé, mais Il y a une c'est raison à très l'agisme. rare. Oui. C'est arrivé, mais c'est très rare, franchement. C'est dans des cas. Ouais, c'est pas assez pour les considérer comme un danger. Je me dis que tu as quand même une approche avec la nature qui est très saine. Ça se voit, ça s'entend. Tu nous en fais part d'ailleurs. Est-ce que pour toi, tu n'aurais pas aussi, depuis, du coup, acquéri une certaine sensibilité quand tu vas Avec ces animaux? Ouais, ou peut-être une façon de percevoir les choses plus facilement que les autres personnes qui pourraient venir avec toi, par exemple, et qui connaissent pas l'homme sauvage ou autre. Ce que je pense, c'est que certaines personnes n'ont pas toutes les connaissances qu'il faut pour voir, on va dire, entre guillemets, ce que laissent les hommes sauvages, les indices de présence, tout ça. Parce que comme d'hab, comme dit, les arches, pour certaines personnes, quand ils en trouvent, pour eux, c'est des branches qui se sont cassées la gueule comme ça et qui sont tombées. Moi, je me souviens, j'étais allé faire une recherche aux champignons, petite chasse aux champignons dans les Vosges avec de la famille, et on était tombé à un endroit en descendant. On avait trouvé beaucoup de champignons à ce moment-là, mais en descendant, à un moment, on était tombé dans un endroit où ça avait été débroussaillé de partout. Il y avait plus aucun végétal, et au milieu, il y avait tout un tas de branches qui avaient été entassées. Donc, il y avait une arche, il y avait un homme sauvage qui était passé là. Moi qui ai l'habitude de les voir, je voyais ce truc, je me disais ça, c'est pas naturel, c'est des branches qui ont été ramenées là et qui ont été posées comme ça. Et mon grand-père qui est passé juste à côté, bah lui, il a à peine jeté un coup d'œil, quoi, il s'y est même pas intéressé. Donc, en fait, pour certaines personnes, c'est normal. Genre, c'est un phénomène naturel. Ou des fois, quand t'entends un truc marcher à côté de toi, tu te dis c'est un gibier qui te suit ou quelque chose. Je pense que certaines personnes ne sont tout simplement pas conscients. Et en plus de ça, si t'arrive vraiment quelque chose si tu vois vraiment un animal, si t'arrive vraiment quelque chose de concret, si t'en parles, on va pas te croire. Généralement, nous, on est, en France, sur la cryptozoologie, on est trop fermé d'esprit, il y a trop de personnes qui sont fermées d'esprit. Donc, on ne prêtera pas assez d'attention à ce genre de témoignages-là. On leur dira, t'as vu un sanglier, ouais. Du coup, en fait, on va dire, ouais, c'est comme on l'a dit avec le Yeti, là. Donc, ce que je pense, c'est que, on va dire, les hommes sauvages ne font qu'un avec la nature. Et que si tu ne connais pas l'homme sauvage, tu te diras, l'homme sauvage et la nature, c'est la même chose. Les arches, c'est des branches qui se sont cassées la gueule. T'entends quelque chose marcher qui te tourne autour, c'est un gibier, ou c'est quelqu'un. Tu vois un truc qui ressemble à un homme dans la forêt, t'as vu quelqu'un, t'as vu un mec à poil, mais t'as vu quelqu'un. Voilà, c'est comme le mec à poil qui était passé devant ma caméra de chasse, hein, Dimitri. Oh, oui, on arrête toujours à Alors attends, parce que cette histoire, alors je sais ça n'a rien à voir, mais on n'en avait pas parlé la dernière fois, mais c'est quand même assez ouf ce qui se passe aux alentours des bois la nuit, c'est que toi t'avais laissé une caméra de chasse, et donc ça s'est passé dans la nuit, hein, ça a filmé, c'était pas dans la nuit. Non, c'était en plein jour. En plein jour, ah bah alors autant pour moi, donc c'est encore pire. Et donc tu as vu un mec passer en vélo à poil. Oui, il avait que ses chaussures. C'était un vélo d'enfant rose, hein. C'était pas un vélo taille adulte, c'était un vélo taille enfant. C'est ça. Il était taille adulte, mais il était rose, oui. Et la personne dessus était un adulte, d'un certain âge ou... Oui, c'était même plutôt un vieux, je pense. ouais. Ah, c'est flippant, un vieux qui part comme ça à poil là. Oh là là, d'accord. Avec un vélo rose. Ouais. Ouais, donc caméra de chasse, des fois elle filme des choses, ouais, assez... Ouais, non, mais je suis pas le seul apparemment qui a filmé des mecs à poil dans la forêt. Ok. Comme j'ai dit, je suis sur un groupe Facebook de personnes qui partagent des vidéos ou des photos de trucs qui passent devant leur caméra. Et il y a un mec, il a vraiment filmé dans la forêt en plein hiver, un mec avec sa trompe à l'air en train de marcher à poil.
Clairement, il avait que ses chaussures. Qu'est-ce qui se passe chez toi là-bas? Il y a un culte, il y a peut-être des nudistes. Ah, je crois que c'est partout. Ah ouais? C'est partout. D'accord. Il y a même vraiment dans mes potes. une société secrète de personnes qui se baladent à poil dans la forêt. Et Ouais. qui font exprès de passer devant les caméras de chasse en plus. Oh punaise. Il doit y avoir un culte secret un peu, un truc comme ça. Les gens ils sont. Ah là là. Non mais. Moi je me demande si vraiment toutes ces personnes qui sont filmées à poil par des caméras de chasse, je me demande si En plus, c'est incroyable un ado et que il est qui film s'est où. foutu. Oui, non, mais si vraiment c'est filmé au hasard, ou si c'est pas des fous qui se sont dit tiens, il y a une caméra de chasse, je vais passer devant à poil. C'est C'est possible vrai. aussi. Ça. T'as raison, ouais. c'est vrai. J'avais un de mes potes chasseurs, lui m'avait raconté en rigolant qu'il y a un gars à poil, il était passé dans une de ses caméras, il a dit moi le mien, il avait un chapeau. C'est tout. D'accord. Ah, donc pas de chaussures, ouais, juste le chapeau. Moi je pense qu'il va avoir des chaussures, mais sinon il m'a dit c'est tout, il avait un chapeau. Ouais, donc quand même, ça revient souvent cette histoire de personnes à poil qui passent devant les caméras de chasse. Ah, c'est le côté nudiste. Je pense que c'est des mecs. Bon, après, quand tu vas dans la forêt, tu te rends compte qu'il y a personne. Bon, si tu croises quelqu'un dans ce genre de situation, là, t'es niqué. Donc, ça, c'est. D'accord. Bon, en tout cas, c'était une parenthèse, voilà, que je Ouais. voulais, voilà. Comme Et ça, on donc, le sait maintenant. je pense, Valentin, avec ce que tu disais, en effet, donc, bon, on peut souvent confondre ce qui se passe avec les hommes sauvages et les éléments naturels ou des personnes, dont on est venu à cette discussion-là. Mais je pense qu'une des seules choses qui pourrait vraiment faire la différence, c'est les empreintes. Et justement, ça va pouvoir me permettre de passer au sujet dont je voulais parler, le moulage d'empreintes qui nous proviennent tout droit de la Bourgogne. J'en ai deux, j'en ai pris qu'un parce que l'autre est moins bien fait, enfin le plâtre a un peu débordé. Celui-là est le mieux fait, comme vous pouvez voir en fait. Alors ça se présentait pas comme ça, hein, c'était vraiment un trou dans la terre, c'est juste que là le plâtre est vraiment rentré dans les cavités, etc. J'ai pas vu, l'empreinte n'était pas si bien découpée, hein, c'est vraiment à l'intérieur. Non seulement on peut voir des empreintes digitales sur ce moulage, mais en plus noter que la profondeur. Parce que c'est très important parce que ces bêtes-là doivent avoir un poids très conséquent si on s'en tient au témoignage, étant donné qu'il serait très grand. Donc regardez-moi l'épaisseur. Alors j'ai pas rempli ça. J'ai pas rempli le plâtre toute la hauteur, mais déjà avec ça, rendez-vous compte de l'épaisseur. Rendez-vous compte de l'épaisseur. Ça une empreinte d'être humain classique, de là on voit mieux. Je pense pas qu'elle fasse une telle épaisseur. Ou alors il faut être très lourd. Et puis dans tous les cas, celle-là elle fait environ 33 cm, il faut déjà avoir de grands pieds. Après c'est faisable, 33 cm en pointure, c'est faisable, mais il faut déjà avoir de très grands pieds. Alors, Dimitri, Parce que- je me dois de me faire l'avocat du diable, mais qu'est-ce qui te fait dire Oui. à toi que, par exemple, l'empreinte que tu as prise à cet endroit-là, ça pourrait être une empreinte d'homme sauvage? Parce que c'était dans la boue, parce que le jour d'avant où j'étais passé, j'avais mis justement la pas dans une. Alors, c'était pas un ruisseau, c'était un genre de ruisseau et qui s'élargissait et qui faisait pas un marécage, mais bon, tu vois, c'était du bachas, comme on dirait chez Ouais. nous. C'était un peu un terrain avec un terrain boueux, quoi. Boueux. Et donc, j'ai mis ça là parce que justement, je me suis dit, parce que c'est ce il y en avait qui avaient fait ça aux États-Unis, au Canada. Je me suis dit, tiens, je tente. Et j'avais tenté plusieurs fois avant. Une fois, j'ai tenté, et il y avait des empreintes qui étaient très mal imprimées dans le sol. C'est-à-dire que on peut voir à peu près ce que ça donne par en haut. Des empreintes qui étaient très mal imprimées dans le sol, mais je me suis dit, je vais quand même en mouler deux. Donc j'en ai moulé deux. Et celle-là, j'ai vraiment gardé que celle qui était la mieux conservée. Les autres, elles pouvaient quasiment pas être exploitées. Et donc, je me suis dit, et les appâts n'étaient plus là. Enfin, en grande partie, il y en avait qui ont disparu. C'était des bananes. D'accord. Et Ah, le cliché. qu'est-ce que. Bah, j'avais que ça. Mais après, je me suis dit, bon, qui
irait marcher dans la boue en plein milieu de la forêt, parce que c'était en forêt, mais c'était quand même loin, qui irait marcher dans la boue de nuit, je suppose, parce que je suis quand même arrivé le matin, en fin d'après-midi ou de nuit, qui irait marcher dans la boue, pieds nus, pour prendre des bananes? Hmm. Voilà toute la question. Et dans cette zone, justement, il y a déjà des choses qui sont dites à ce propos-là. Donc pour moi, j'ai assez d'éléments pour spéculer sur le fait que ça pourrait en être un. Effectivement. Ouais, ouais. Ben, c'est bien de te l'entendre dire tout ça, tu vois, parce que c'est vrai que maintenant qu'on a les renseignements du comment et pourquoi, forcément, oui, on peut penser à l'homme sauvage, ouais, effectivement. Après, pour ce qui est des empreintes de pied, il y a des fois des gens qui peuvent te dire oui, c'est une empreinte de pied humain, voilà, c'est un mec qui est passé par là. Seulement quand Ouais, tu te balades dans la forêt, tu te rends compte que non, non, tu te balades pas pieds nus là-dedans, ça c'est un coup à te taillader le pied et à te foutre une infection, là, c'est pas une bonne C'est idée. ça, c'est ça, et puis notez que le pied n'est pas totalement comme un pied humain. Là, en fait, on a une séparation. Là, il y a eu de la terre qui s'est mise entre le gros orteil et l'index. Mais là, il y a un espace. C'est-à-dire que un espace gros comme ça entre les deux doigts, mhm. c'est quand même un gros espace hein, entre les doigts de pied. Oui, L'orteil mais est quand même très écarté, puis l'orteil est assez long. des orteils comme ça aussi développés et aussi écartés, ça montre que c'est peut-être un animal qui a l'habitude de grimper. C'est qui a C'est ça. justement c'est assez développé et ça peut euh, il, du coup ils calent leurs orteils à des endroits et ils arrivent à justement agripper certaines surfaces plus facilement pour grimper. Ce que je pense justement c'est qu'ils utilisent ça pour la chasse. En fait je vais développer un peu ce que je dis. J'avais remarqué un endroit en allant en pleine forêt, il y avait des branchages et même des arbres entiers qui avaient été couchés, où ils étaient très jeunes, ils avaient un petit diamètre, qui avait été couché, et ça formait un peu une sorte de cercle, d'arc de cercle, et il y avait certains arbres qui avaient été couchés et qui passaient juste à côté d'un charme, et ce charme, en fait, il avait des branches qui partaient un peu dans tous les sens. Ce que je pense, c'est que justement, il y a les jeunes, parce que les plus âgés, bah du coup, quand tu sais que les plus vieux, c'est des animaux, quand tu regardes la profondeur de leurs empreintes, tu te dis que ils ont un poids qui peut avoisiner les 300 à 400 kilos de muscles. Il y a que les jeunes, en dessous d'un mètre 70, 1m80, qui peuvent grimper aux arbres, qui peuvent grimper à ces arbres, et donc ils restent là, ils font le guet, ils bougent pas. Et je sais pas, quand il y a un gibier qui passe, il lance un signal, je sais pas, peut-être qu'ils imitent un bruit d'oiseau pour rester inaperçu, et bam, ils passent par là, ils essayent de le choper. Ce que je pense aussi que pour la chasse, ils utilisent aussi autre chose. C'était quelque chose que j'avais aussi remarqué. C'était un coin dans lequel, on va dire, c'est pas très, c'est très épais, mais c'est un jeune bois, on va dire. C'est des petites tiges qui sortent un peu partout, assez jeunes. Et ben j'avais remarqué, il y avait une grande branche qui avait été prise et qui, comme avait été tordue et posée à un endroit entre différents arbres et assez levée, euh, et qui avait été posée juste en face d'une coulée. Ce que je me suis dit, c'est est-ce que c'est pas le gibier passe par là, ça le ralentit, et donc l'animal passe en courant. Justement, le gibier, lui, ça le ralentit. Il est obligé soit de contourner l'obstacle, soit de passer par-dessus, mais ça lui fait quand même perdre un temps de fou. Et bam, il le chope, il lui casse la nuque, si c'est un chevreuil, ou un cerf, ou autre chose. Et voilà, il a son repas. On voit que déjà, on commence à se rendre compte que certaines arches, on peut leur trouver des explications. Pas toutes, Oui, mais il y en a, on commence à se rendre compte que ça leur sert vraiment à quelque chose, que c'est pas simplement de la déco. oui, bien sûr, ça a une utilité. Et comme disait Jean-Yves, ça doit avoir aussi une utilité dans la communication, surtout le tressage.
Moi, j'ai pu remarquer Euh, qu'il y a effectivement, Mm. souvent en dessous des arches, il y a souvent des passages. Donc, et c'est revenu pas mal de fois. ouais. Après, ce qu'il faut savoir avec ces animaux, c'est que comme je l'ai dit euh, lors de mes juste avant, ils me font confiance, enfin du moins un peu. Et comme l'avait dit Bragi, avec lequel j'ai pu discuter au téléphone, je ne comprends pas pourquoi avec tout ce qu'on fait avec le loup et le lynx, on n'arrive pas à les attraper. Mm. C'est pour la simple et bonne raison que ce sont ni des loups ni des lynx. C'est presque plus malin que ça. Et la seule manière que l'on a peut-être de les approcher ou de les observer, c'est de faire en sorte qu'ils n'ont pas à avoir peur de nous. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui vont s'enfoncer dans la forêt avec des fusils. On dit pourquoi est-ce que les chasseurs ils ont à trouver? Parce que ces animaux sont assez discrets pour t'observer de loin. Et si tu as un fusil dans les mains, bah pour eux tu seras simplement un danger à éviter. Ils vont pas chercher à s'approcher de toi. Imaginez un être aussi intelligent que nous, Homo sapiens, mais qui met toute son intelligence au profit de se fondre dans son environnement. Tout le temps de cerveau disponible, il le met au profit de se fondre dans son environnement, et même intelligence que nous. C'est là où vous vous dites que si on le trouve pas, c'est tout à fait normal. C'est une belle bien façon de décrire, de décrire ouais, le fait que il soit difficile à repérer, difficile à trouver, difficile à chercher. Encore plus, ouais. Et ouais, ouais, je trouve que tu l'as bien expliqué là, Dimitri. Ouais. Surtout si c'est en Puis plus lié à sa survivance. C'est ça. ouais, c'est des animaux, tu sais, ils ont traversé le Moyen Âge où Mm. ils ont traversé le Moyen Âge où ils se sont fait massacrer. Durant le Moyen Âge, il y a eu aussi ce qu'on appelle le Grand Défrichement. Donc pour ceux qui savent pas, c'était une période en fait où on s'est mis à défoncer vraiment les forêts de France, Tous les bois, ouais, d'Europe tous en les entier bois, d'ailleurs. ouais, même. Et à la place, on a mis des cultures. Donc ils ont dû traverser ça. Ils ont appris à se méfier. Ils ont appris à rester discrets. Avant, ils devaient En se plus trouver de dans des ça, grottes. ils ont dû traverser les guerres, en plus de ça. Parce que, Ouais, les, t'inquiète pas que, ils ont, enfin, après les guerres, il y a longtemps, encore ça pouvait aller, mais t'inquiète pas que les obus, etc., et les incendies, ils ont dû les sentir passer aussi. oui. Il y a eu d'ailleurs Jean-Louis Lemoret qui avait dit lors d'une de ses interviews chez Nurea TV qu'en fait il y avait dans le Caucase, il arrivait des fois que dans les camps minés, dans les zones minées, il y avait des almastiques qui passaient par là et pouf, qui explosaient. Et pour eux, c'était normal. Genre, c'était une bestiole qu'ils avaient l'habitude de voir souvent. Donc, Ouais. ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils les prenaient et ils les jarretaient, ils les jetaient dans une rivière. Et donc, pour pas que ce soit cramé, genre, il y a des, c'est un coin miné. Et quand il y avait des agents du KGB qui venaient les voir et qui leur disaient mais pourquoi vous nous en avez jamais parlé, ils disaient pour eux c'était des animaux qu'ils avaient tellement l'habitude de voir, ils disaient mais ils savaient pas que ça intéressait Moscou. Donc Oui, c'est c'est aussi qu'il comme faut se dire des fois justement, pour t'as des chercheurs de l'institut qui viennent te voir et qui disent, ah bon, vous avez vu un renard, monsieur? Un renard. Alors que des renards, t'en as plein à la campagne, bah pour eux, c'est au même niveau, quoi. C'était des bestioles qu'ils avaient partout. Ils en avaient dans les villages, ils en avaient, bah, bien sûr, dans les montagnes, ils en avaient dans les grottes, dans les champs. Ils faisaient d'ailleurs des dégâts dans les champs. C'était pas une bestiole particulièrement rare, même pas du tout. Ça faisait partie des bestioles communes qu'on pouvait même croiser à l'entrée des villages, hein. Non, puis on sent Et que comme je disais, oui, on sent qu'ils avaient vraiment oui, on l'habitude sent. ouais, de connaître le spécimen, quoi. Oui, et puis comme je voulais dire tout à l'heure, c'est surtout des mâles qu'on voit, parce que justement, les femelles avec les petits restent en retrait. C'est pour ça que c'est beaucoup plus rare d'avoir des
des témoignages de femelles. Après, quand c'était encore le temps où cette espèce était encore assez familière avec l'être humain, que ce soit dans le Caucase, en Asie centrale ou même dans les Alpes, il y avait quand même beaucoup plus de femelles qui étaient vues. Quand l'espèce était encore familière, on voyait beaucoup plus de femelles avec les petits. Sur le dos, il faut bien noter, comme les gorilles, à savoir que je pense pas que dans le Caucase ou en Asie centrale, au 19e siècle, ils avaient vu beaucoup de gorilles porter leur bébé sur le dos. Donc c'est un élément très intéressant, ça. Ils le portaient sur le dos. Et les femelles et les petits, on en voit beaucoup moins aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup moins. Après, c'est aussi parce que les gens en parlent moins. Mais dans le Caucase, ce qu'on peut dire, du coup, c'est que fut une époque, alors je vais parler de la théorie de Marjane Kaufmann, fut une époque où les Almastis, les Caucasiens, ils les connaissaient. Donc, pour eux, c'était des animaux tout à fait normaux. Et certains même descendaient dans les villages et allaient mendier de la nourriture et on leur donnait à manger. Il n'y avait pas de souci, on connaissait ces animaux. Et il y avait aucun problème avec ces animaux. Mais arriva Staline, lui, a fait déporter énormément de Caucasiens et donc a transformé des villages, les villages les plus riches en des villages les plus pauvres, parce que du coup, ils avaient fait déporter personne. Il y a eu des témoignages de personnes juste après qui disaient ils voyaient des Almastis arriver dans les villages, mais ils étaient complètement perdus, il y avait personne, ils savaient pas quoi faire. Et c'est à partir de cette période-là que on s'est mis à avoir de moins en moins de témoignages d'Almastis, il y en a de moins en moins qui ont été vus, et on sait pas trop s'ils sont en train de disparaître ou pas, parce que ils deviennent plus sauvages qu'avant, quoi. Ouais, parce qu'il y avait Jean-Louis Lemoret qui avait dit dans une interview chez Nurea TV qui disait on a de plus en plus de témoignages, donc ils sont en train de revenir. Et sur une autre interview qui disait on a de moins en moins de témoignages, on en parle de moins en moins, on en voit de moins en moins, donc ils sont tout doucement en train de disparaître. Donc est-ce qu'ils sont en train de disparaître ou est-ce qu'ils sont en train de réapparaître justement je sais pas. C'est pas la même population aussi, parce que dans tous les cas, on sait qu'il y a au moins plusieurs foyers de population pour ces animaux. Et on a eu un regain de témoignages en Europe centrale et occidentale après les énormes incendies qui ont ravagé la Sibérie. Ça, il faut le noter. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une corrélation entre les deux? Parce que justement, durant les incendies en Sibérie, il y a eu des témoignages qui parlaient de ces créatures qui fuyaient les flammes. Donc, est-ce qu'ils n'auraient pas recoupé avec les populations restantes qu'on a pu avoir ici? Ça, c'est une question quand même. Ouais. Après, j'ai l'impression qu'en Russie, quand même, ils sont beaucoup plus ouverts sur le sujet, ils en parlent beaucoup plus facilement. Certainement les plus ouverts, parce qu'il y a eu une commission gouvernementale là-dessus, en libre accès, hein, rien de secret, rien de caché. C'est certainement les plus ouverts, au moins du temps de l'Union soviétique, c'était ceux qui étaient les plus ouverts sur le sujet, c'est ceux qui en parlaient le plus. Parce qu'aux États-Unis, c'est une autre affaire, il y a aussi beaucoup de gens qui s'y intéressent, mais il n'y a jamais eu de commission. Si, à part la commission du FBI, il y a une trentaine d'années, qui n'a mené sur rien, il n'y a rien d'officiel. Alors qu'en Russie, il y a eu quelque chose vraiment d'officiel, avec toutes les données qui peuvent être retrouvées aujourd'hui. Donc oui, là-bas, ils sont. Je pense que pour trouver des éléments là-dessus, il faut se pencher sur le travail des chercheurs soviétiques. Et je me dis aussi qu'une expédition à faire en Russie pour aller essayer de trouver cet Almasty, moi je trouve que ça pourrait être une super idée. Maintenant, bon, à l'heure d'aujourd'hui, ça me paraît très 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 compliqué voilà, de s'y rendre. Surtout que je devais y aller cette année, malheureusement, en plus. Et je te comprends, Dimitri. D'ailleurs, à la fin, j'aurai une petite annonce à faire là-dessus. D'accord. Enfin, pas par rapport à la Russie, mais je vais aller quelque part. Mais
C'est-à-dire que oui, en Russie. Après, il y a le Caucase, bien sûr, avec l'Almaty qui est connu, mais partout en Russie, il y a quelque chose. Ouais, Partout. ouais. C'est pas forcément Almaty, il y a même plusieurs types. Parce qu'en fait, dans toute la Russie jusqu'en Mongolie, c'est le même type. C'est globalement ce qu'on appelle l'Almaty, que en Russie continentale, ils peuvent appeler ça le Léchi ou le Main qui est dans l'Oural, c'est globalement la même chose. Par contre, à partir de comment ça s'appelle cet énorme État russe au nord, la Yakoutie, la République de Sakha, qui s'écrit Saka, on a un autre type d'homme sauvage, le Tchouchtchouna, serait plus évolué que l'homme sauvage dont on parle ici, et qui serait beaucoup plus grand, mais qui serait plus évolué dans le sens où il manierait le feu, il s'habillerait avec des peaux de renne, il saurait faire des armes primitives. Donc on se rapprocherait plus de l'homme des cavernes que de l'homme bête par rapport à ça, mais il serait beaucoup plus grand, il ferait dans les 2,50 m. Et puis, après le Tchouchtchouna, quand on va dans l'extrême-orient russe, c'est ni ça, ni l'homme sauvage classique. Là-bas, c'est directement des créatures qui se font beaucoup plus Bigfoot, en fait. C'est vraiment... Et ça paraît assez logique, puisqu'il y a l'Alaska juste en face, en fait. Et là, pour le coup, je me souviens plus des noms utilisés là-bas, mais les Inuits de Sibérie et puis les peuples Tungus parlent de bêtes qui ressemblent beaucoup plus aux Yeti. D'accord. Ben, c'est quand même hyper intéressant, encore une fois, tout ce que vous nous racontez là, les garçons. En termes culturels, historiques, c'est pas rien. Et voilà, ça prouve encore une fois de plus votre sérieux, votre investissement dans le sujet. Et c'est vraiment un plaisir d'échanger avec vous, hein. Moi, je vous laisse parler parce que ça me permet aussi d'imager en même temps. Et je trouve ça vraiment, vraiment super intéressant. Pour ce qui est de l'homme sauvage, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à dire, hein. Le dossier concernant l'homme sauvage, Il y a énormément de choses à dire. Et là encore, on parle qu'en France. Mais dans le monde, il y a tellement de choses. Il y a quasiment tous les endroits dans le monde, il y a une histoire d'homme sauvage. Mis à part certains endroits où il y a des zones blanches. J'appelais ça les zones blanches de l'homme sauvage. Il y en a assez peu. Les zones blanches, ce serait quoi? Ça serait la partie sud de l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient, puis tout ce qui est Afrique du Nord, Sahara, puis dans le reste du monde, hommes sauvages partout. Et oui, et puis l'Arctique trop au nord aussi. Sinon, partout, il y a quelque chose. Les garçons, je voudrais vous poser une autre question par Oui, rapport à ouais. vos théories. Est-ce que vous êtes, oui, les théories. ouais, vous êtes plus sur une théorie un peu bragiesque, j'ai envie de dire, ou ça pourrait être voir un peu à la Lionel Camille aussi, donc d'être un peu, Mais Camille, je sais pas d'ailleurs. hein, Camille, je sais même pas. Ces dernières théories, je sais même pas. Je me suis pas penché dessus. ça rejoint grandement quand même celle de Bragi dans le sens où ça serait voilà, des êtres de la nature qui arriveraient à se dissimuler grâce à ce pouvoir d'entrer, de sortir voilà, d'une dimension à une autre, ou d'une réalité, j'ai envie de dire. Ou vous êtes plus dans l'idée très... Je peux expliquer ce que j'en pense de Ouais, ça, en fait. moi ça m'intéresse. Ouais. J'ai une analyse là-dessus, en fait. Il faut savoir que jusque dans les années 70-80, le sujet de la cryptozoologie était uniquement traité avec la méthode scientifique zoologique classique. C'est-à-dire Bernard Heuvelmans, ou Heuvelmans, on prononce ça un peu comme on veut, cryptozoologue belge, premier véritable cryptozoologue du monde, fondateur de la cryptozoologie, était avant tout un zoologue de métier de formation. Je crois qu'il y avait Ivan Sanderson qui était... Je crois que Ivan Ivan Sanderson c'est qui lui qui était... a inventé le terme. Ouais, Oui, et c'est... lui qui a inventé le terme, il vivait en même temps que lui. Ouais, mais c'était Heuvelmans, je crois, qui a fait le plus gros temps. travail de recherche. C'est pour ça qu'on l'a retenu surtout lui. C'est ça. Et puis, donc, oui, Sanderson, c'était beaucoup les expéditions. Et en fait, à partir de là, donc, il faut savoir que la cryptozoologie a été créée par des zoologues, mais des zoologues, c'est-à-dire avec un diplôme. Ouais, qui ont de vraies connaissances. Des zoologues.
Et jusque dans les années 70-80, il n'y a jamais eu, alors je ne parle pas du monde du Loch Ness parce que ça même, on est plutôt sûr aujourd'hui qu'on peut encore mettre ça dans la cryptozoologie, à part dans ce domaine-là. Dans tout ce qui est Yeti, Bigfoot, Almasty, enfin tous les cryptides, il n'y a jamais eu aucune implication surnaturelle ou mystique à l'intérieur. C'est qu'à partir des années 70-80 on en a eu. Et dans les années 70-80, c'est au même moment où il y a où les domaines le surnaturel, le spiritisme reprend de l'ampleur, reprend beaucoup d'ampleur par rapport au cinéma, etc. Les extraterrestres encore plus, hein, c'est l'époque où sortent des films du type Rencontre du troisième type ou E.T., enfin, voilà, il y a un regain d'intérêt pour les... En fait, il y a un regain d'intérêt aussi durant les années 70 pour la spiritualité, hein, avec les mouvements hippies, mais pas que, parce qu'on cite souvent les hippies, enfin, avec, on va dire, le bouddhisme, la religion bonne, l'hindouisme. Et il y a un regain spirituel en Occident, en fait. Et ce regain spirituel, en fait, on l'a mélangé avec beaucoup de choses, donc c'est là où on a eu... certains l'ont mélangé avec la science ou quoi, après je sais pas ce que ça a donné, moi je me suis pas penché dessus. Mais c'est là où la cryptozoologie a commencé à tremper un petit peu avec ça. Et depuis, je note que c'est depuis ces années-là où la cryptozoologie a vraiment été reléguée au plan des choses pas sérieuses. Parce que là où la cryptozoologie a vraiment eu son heure de gloire, c'était dans les années 50 avec la recherche du Yeti dans le massif de l'Everest. Après, il y a eu quand même, bon, ça s'est un peu essoufflé, mais les documents qui en parlent avant le milieu des années 70 parlent encore de la cryptozoologie comme quelque chose de très sérieux. Et c'est qu'à partir de là où on commence légèrement à se moquer de cette affaire-là. Tu vois. Et je me demande justement si ça aurait pas un lien avec le fait que le monde de la cryptozoologie se serait un peu mêlé avec le monde du mysticisme, de l'occultisme. Après, les gens qui s'intéressent au mysticisme et à l'occultisme ont le droit de s'intéresser aussi à la cryptozoologie, bien sûr. Enfin, c'est un sujet comme un autre. Bah, moi aussi, des fois, je m'intéresse, par exemple, à l'histoire des religions. Hein, ça m'empêche pas de m'intéresser à la cryptozoologie à côté. Et là-dedans, je me demande s'il n'y a pas une corrélation là-dedans. Et donc, depuis, je pourrais dire qu'il y a deux tribus, on va dire, de cryptozoologues. Il y a les cryptozoologues heuvelmansiens, donc de Heuvelmans, les cryptozoologues primordiaux qui travaillent avec la méthode scientifique, qui ne sont pas forcément des scientifiques, attention, hein, moi je ne suis pas un scientifique, je ne fais même pas des études là-dedans, mais qui travaillent avec la méthode scientifique et avec les documents de connaissances zoologiques scientifiques de la science établie. Et puis il y a l'autre tribu qui est arrivée ensuite, ceux de la cryptozoologie beaucoup plus ouverts sur les questions métaphysiques et ésotériques, qui est apparu beaucoup plus récemment et qui, j'ai l'impression, gagne beaucoup plus facilement le cœur des gens, parce que ça, on voit bien sur ta chaîne, la plupart des personnes qui s'y intéressent partent bien souvent là-dedans. En fait, je me demande, c'est parce que se dire que finalement l'homme sauvage, le Bigfoot, etc. ne seraient que des animaux, ça pourrait nous enlever un petit peu le côté « Ah, c'est mystérieux », nous dire que le Dogman, finalement, ça serait juste un espèce de chien qui marche debout. Ça enlèverait un peu le piment de l'affaire. Et puis aussi, si on donne une thèse comme quoi, pourquoi est-ce qu'on les trouve pas parce qu'ils sortent d'une autre dimension, directement, c'est beaucoup plus simple. On ne cherche pas à fouiller dans comment dire, l'anatomie comparée, par exemple, de Cuvier, qui est très important pour ça. On ne cherche pas là-dedans directement, on a l'explication, ils viennent d'une autre dimension et c'est bon. Après, je dis pas que les gens qui pensent ça sont simplistes, hein, les gens ont le droit de penser ce qu'on veut, on est dans une démocratie, hein, mais pour moi, c'est plutôt ça, c'est plutôt que les gens n'ont pas forcément envie de s'embêter à aller chercher des documents scientifiques avec des termes barbares, parce que oui, même moi, des fois, j'ai du mal avec certains termes. Ils préféreraient une approche un petit peu plus légère, un petit peu plus mystérieuse, un petit peu plus pétillante, et c'est tout à leur honneur. Mais personnellement, moi, je reste dans la cryptozoologie originale, la cryptozoologie qui travaille avec la méthode scientifique zoologique, bien que j'ai rien contre ceux qui aiment bien mettre un petit peu plus de poudre dessus, tant que personne n'impose
son avis à l'autre avec manque de respect, avec violence, comme j'ai pas pu voir vraiment du manque de respect. Alors en France non, aux États-Unis c'est pas pareil. Mais en France j'en ai pas trop vu. Mais tant que personne n'essaye d'imposer sa vision des choses à l'autre, ça devrait aller. Mais je reste pour ma part sur la cryptozoologie scientifique. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Super. Ben, franchement, t'as très très bien répondu à ma question. J'en demandais pas autant, donc c'est parfait. Tu parles très bien. Ton élocution est assez folle à ton âge, Dimitri. Je Merci. tiens à le rappeler encore une fois. Mais même Valentin, hein, vous parlez vraiment super bien. Vous savez de quoi vous parlez. On sent que vous êtes, voilà, vous êtes bien instruit sur le sujet. Après, voilà, vous êtes encore jeune, mais franchement, c'est génial. Moi, ça me donne beaucoup d'espoir pour le futur de vous voir parler comme ça, passionnément, vraiment. On voit vraiment que ça transpire la passion, vous aimez, vous adorez ce sujet-là et on le ressent, vraiment. Euh, du coup, Valentin, toi, c'est quoi pour toi? Enfin, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, tu tirais vers quel genre de théorie? En tout cas la tienne. Je Si t'en as une, bien suis sûr. parti. Oui, oui. D'abord, j'ai envie de faire une petite parenthèse. Déjà, c'est que je suis partisan de la théorie de l'animal. Déjà, pour moi, c'est un animal, il n'y a pas de doute là-dessus. Ensuite, ce qu'il faut savoir se dire, c'est que, comme on l'a dit, c'est des animaux qui ont une volonté de rester cachés. Donc, ils savent comment faire pour te faire fuir, ils savent comment faire pour que tu les vois pas. Ils peuvent même se trouver juste à côté de toi en train de te regarder. Tu t'en rendras pas compte parce que ils sont tellement discrets, tellement silencieux. Même si tu les regardes et que tu jettes un coup d'œil, t'as vraiment l'impression que c'est un objet du décor, quoi. Ils bougent si peu. Eh bien, déjà, on peut noter quelque chose, c'est qu'ils sont capables d'une prouesse de l'évolution, on va dire. C'est qu'ils émettent des infrasons pour te faire te sentir mal à l'aise et donc te faire partir. Pour certaines personnes, ça peut te faire penser à du surnaturel. Moi, c'est une théorie que C'est je pas surnaturel. privilégie. C'est une théorie que je privilégie. Ouais. Oui, Les voilà. infrasons, Donc, oui. Hmm. C'est vrai. on connaît de gros animaux qui sont capables de faire ça, comme l'éléphant qui s'en sert pour je sais plus trop quoi, et le tigre qui l'utilise par exemple pour déstabiliser ses proies et les choper plus facilement. Et ce que je pense aussi, j'en avais déjà parlé à Chris, je pense que ces infrasons, ils les utilisent aussi pour faire déconner les engins électroniques. Je m'explique. Déjà, on a certains Bigfooters aux États-Unis qui, même on le voit sur l'émission Expédition Bigfoot, ils ont déjà utilisé des objets électroniques quand ils pensaient avoir des Bigfoot autour d'eux et ils remarquaient que ça se mettait à déconner. Genre leur caméra thermique, des fois elle s'arrêtait, des fois elle se réactivait, des fois elle s'arrêtait, des fois elle se réactivait. Ils comprenaient pas trop. Et moi, de mon côté, il m'était arrivé quelque chose, c'est-à-dire que j'avais posé de la nourriture, comme j'ai dit, je pose de la nourriture à des endroits. Et à ce moment-là, en fait, j'avais posé une caméra à un endroit, ma caméra de chasse. Et je me suis dit, je vais la laisser là. Désolé. Il y a Dimitri qui faisait. Il était rentré en mode. Je sais pas ce qui s'est passé. Parce que ce que dit Valentin, quand C'est un même, cyborg. Il est en mode c'est cyborg. étonnant. Ça me met sur les fesses un peu. Ah. Les infrasons seraient donc capables de faire des anomalies, on va dire, dans le matériel électronique. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ne savais pas, je n'avais même pas entendu parler de ça. C'est pour ça que je suis très étonné là que je fais des têtes Mais bizarres. c'est ma théorie en franchement, fait, et là, j'ai jamais entendu personne oui. en parler. Non, mais c'est bien, vas-y, C'est pas si con. Ouais, développe, vas-y. Et en fait, comme j'ai dit, j'avais posé de la nourriture à un endroit, il passait souvent la chercher et elle disparaissait. Et je me suis dit, je vais poser cette caméra là et je vais attendre qu'il passe devant. Alors, il y a eu un moment dans la semaine où j'avais eu un problème, donc j'avais le moral un peu en compote. Du coup, je suis parti courir, je suis parti faire mon sport et je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire un petit tour par cet endroit et je vais voir si ce que j'ai posé, ça a disparu. Ça n'avait pas disparu, c'était toujours là, mais j'étais bien passé devant ma caméra. Et je dois t'avouer que quand je me trouvais à cet endroit-là,
j'avais cette impression que j'entendais des bruits de pas un peu autour de moi. Je me disais, il y a quelque chose, tu vois, il y a un truc quelque part dans le coin. Et quand je suis repassé à la fin de la semaine, du coup, et que je suis allé contrôler les rushs de la caméra, je me trouvais pas dessus. Pourtant, j'étais bien passé dessus, mais j'étais pas dessus. Il y avait même, comme j'étais passé de nuit, il y avait aucune vidéo de nuit. Alors que tu l'avais J'étais activé. pas sûr. Je l'avais activée déjà et j'étais passé devant. Et elle était assez sensible pour se déclencher. Et elle s'est pas activée Oula. quand t'as. Il fait Il y a des eu une cascades. catastrophe. Elle s'est Non, pas c'est activée parce quand je suis que- passé devant. Elle s'est pas activée quand je t'es me passé remets un devant. truc. Ça c'est bizarre hein, quand même. C'est tombé. Parce que normalement elle s'activait quand tu t'appuies et tu pars. Et c'est quelque chose que Philippe Coudray avait déjà remarqué lors de ses recherches aux États-Unis. Ils avaient installé un campement dans un hotspot à Bigfoot. Et il y a un gros Bigfoot, un gros mâle qui est passé dans leur campement et qui a foutu un peu le bordel, un peu été curieux, qui a Oui. voulu. Voilà, le Bigfoot qui est Oui. venu caresser la tête de notre Voilà. doux Philippe Coudray à travers sa tête, à travers sa tente. C'est pour ça que depuis que j'ai entendu cette histoire, plus jamais je me mets contre les tôles de tente. Eh bien, oui, il avait raconté ça et ça avait l'air d'être un gros bébé parce que visiblement il prenait des cailloux et il les jetait au sol, mais tellement violemment que tu avais l'impression que le truc il était énorme, alors que c'était un tout petit caillou. Et ils avaient posé une caméra de chasse, justement. Et cette caméra de chasse, pendant la nuit, ne s'est pas déclenchée. Ils ont vu les photos et les vidéos d'eux en train de rentrer dans leur tente, mais ils avaient rien qui, justement, les faisait, qui montrait un Bigfoot. Ouais. Donc, ça pourrait être une explication pour expliquer le fait. Déjà, c'est des animaux, ils doivent avoir une vision perçante. Comme nous, comme je dis, nous, on se défonce notre santé, on fume, on boit, on mange des trucs hyper toxiques, on regarde des écrans qui nous défoncent les yeux, on écoute de la musique trop fort, ça nous éclate les oreilles, ou comme moi, j'ai un métier manuel, on utilise des engins qui ont un son beaucoup trop fort et qui nous éclatent les tympans. Eux, tout ça, ils ont pas. Ils ont pas. Ouais. Ils ont ils ont une audition ultra aiguisée. Ils ont même des oreilles en pointe qui doivent sûrement leur permettre d'entendre beaucoup mieux et de beaucoup plus loin. Ils doivent avoir une vision déjà. Ils voient la nuit, donc faut vraiment avoir des yeux robustes pour voir la nuit. Incroyablement. Oui. Personne pour voir la nuit. Et c'est des animaux qui ont l'habitude de se déplacer, de marcher dans ce genre de milieu. On a eu un témoignage aux États-Unis d'une famille qui était dans leur voiture et que un Bigfoot aurait poursuivi la voiture, mais la famille a dit ils étaient arrivés à 50 km/h, le truc était toujours derrière eux en train de les courser. Ça, c'est des trucs qui ont une condition physique et des sens incroyablement développés. Si tu veux les approcher, vraiment, c'est eux qui vont dire ouais, ok, je veux bien que tu sois là. Mais il faut vraiment qu'ils ne sentent aucun danger venant de ta personne et qu'ils savent que t'es pas quelqu'un de mal intentionné. Donc, comme j'ai dit, comme je fais moi de mon côté, faut vraiment montrer que tu as un certain lien avec la nature et pas que tu rentres dans la forêt, tu te mettes à faire le con avec tes potes, même si tu jettes aucun déchet, si tu mets de la musique à fond, que tu mets à gueuler ou que tu te balades dans un coin que tu parles trop fort, ils vont pas être très chauds de t'approcher, ils peuvent même essayer de te faire dégager. Donc faut vraiment essayer de avec des animaux aussi avec des sens aussi développés, une condition physique aussi robuste, faut vraiment se montrer comment dire patient et calme. Donc avoir ce respect profond et peut-être moi en tout cas je pars aussi sur cette idée, c'est-à-dire avoir un respect profond pour la nature. Je pense qu'être armé c'est absolument pas la bonne idée, surtout s'ils savent ce qu'on fait avec depuis des décennies.
Dimitri, tu parlais des guerres un petit peu avant, donc tout ça, ils ont vu les atrocités qu'on est capable de commettre. Et puis, Donc, rappelez-vous ce que j'avais dit dans la dernière fois où on était passé sur la chaîne. Nos ancêtres en mangeaient, oui, c'est les vrai. hommes sauvages, C'est vrai. comme nous le montrent, comme nous le montrent des représentations d'époque. En plus, ils ont dû entendre, enfin, on ne connaît pas bien leur système de communication, mais on sait en tout cas que ça doit se transmettre. Peut-être qu'autant pour eux, on est potentiellement des prédateurs qui veulent les bouffer. Mm. Donc, Bon, entre-temps, après, le temps est passé, on a arrêté de faire ça, ouais, et puis c'est oui, plus à on a certains arrêté de faire endroits du ça. monde. Et puis même paraîtrait-il qu'il y en aurait 2-3 d'entre eux qui l'auraient fait avec nous, donc c'est bien rendu. Ouais. Enfin, Oui, les je hommes crois sauvages même qui mangent qu'on des êtres humains au début. Au début, j'ai j'étais très sceptique là-dessus. Et puis je me suis dit, au final, c'est peut-être pas si. j'ai lu dans le livre Ouais. de Carole Grafina, que j'ai juste en face de moi, l'énigme du Yeti. En fait, au Tibet, il y avait un groupe de personnes qui étaient partis, je crois que c'était en 1978, mais je suis vraiment pas sûr de la date, qui étaient partis euh, enquêter sur le Yeti. Et je crois qu'ils étaient même armés parce qu'ils avaient envie d'en fumer un. Et il y a eu un moment, c'était parti en cacahuète. C'est pas l'histoire du massacre là? Je sais pas. Je sais pas. Attends, Non, je parce que t'explique. je connais un Yeti qui a fait un massacre entre le Tibet et le Népal. Je crois qu'on parle pas du même. Mais après, j'ai lu dans le bouquin qu'il y a eu il y a eu plusieurs cas d'agression avec le Yeti. Il y a eu Après, donc, manger, peut-être qu'ils l'ont pas, peut-être que l'E.T. l'a pas mangé, mais au moins il aurait pu le mordre s'il y avait des traces de morsure sur le corps. Après, c'est là que ça devient intéressant. En manger, je sais fait, c'était sur le groupe de gars. En fait, il y en avait deux, et il y en avait un, il était un peu plus devant que l'autre, et assez devant, tu sais, pour pas que le gars il puisse le voir. Et en fait, le témoin a expliqué qu'en fait, il a entendu une créature hurler, et il a juste entendu son ami en face de lui se mettre à hurler, mais vraiment hurler de douleur, hurler de terreur. Et son pote, il a été terrorisé, même je crois qu'il avait un flingue dans les mains, mais il n'avait pas osé s'en servir. Et il n'a pas osé aller voir ce qui se passait. Et quand ils sont allés jeter un coup d'œil, bah il y avait aucune marque de sang au sol, le cadavre de son pote était pas là. Donc il y a visiblement un truc qui est venu, il l'a chopé, il l'a peut-être attaqué, il l'a embarqué. Oui, mais ça arrive souvent. Ça arrivait très souvent. Et même une fois, il y a, genre ça remonte à quelques décennies. Il y a une jeune bergère qui a disparu au Bhoutan. Il y avait un Yeti qui a été vu dans les environs. Immédiatement, le roi a mis l'armée, voilà, directement le roi, parce qu'au Bhoutan, il faut savoir que l'existence du Yeti en tant qu'animal est reconnue par le gouvernement au Bhoutan. Ouais, c'est Et plus il est tellement approuvé. reconnu qu'il y a carrément. Oui, oui, non, pour eux, c'est même pas approuvé. Il y a une commission gouvernementale au Bhoutan qui se charge de ça. Il y a le parc national de Sektang Merak, je crois qu'il s'appelle comme ça. Il est tout à l'est du pays. Il a carrément, enfin, un des objectifs principaux de la création de ce parc national, c'était d'offrir une réserve de vie pour les derniers migueux, qui est le nom local du Yeti là-bas. Donc ça, le gouvernement du Bhoutan admet totalement l'existence de ces créatures, et le roi avait lancé, il y a quelques décennies, l'armée sur les traces d'un Yeti, justement, qui avait enlevé, paraîtrait-il, une jeune gardienne de yak. D'accord. Mais de toute façon, là-bas, déjà au Bhoutan, ils admettent l'existence du Yeti. Et puis au Népal, il y a eu, pendant des années, il y a eu une prime qui était donnée pour celui qui ramènera un Yeti vivant en plaine. D'accord. Ouais, ça a permis de faire tourner un peu l'économie du pays parce que du coup, il fallait avoir un permis pour chasser ce Yeti et il fallait, je crois, Oui, payer ils 10 nous ont 000. vendu des permis, des permis de chasse au Yeti. Ils nous en ont vendu au Népal. Ok. Ouais, je crois qu'il avait vendu 10 000 yens, quelque chose comme ça, je sais plus trop quoi. Oui, 10 000 roupies. Après, c'est pas 10 000 beaucoup. roupies, ouais. Euh, Je pense que ça doit faire quand même une certaine somme. Valentin, Oui, pour là-bas, c'est cher. du coup, Valentin, je voudrais bien que tu finisses pour ta théorie parce que du coup, on est parti sur. Alors, du coup, là, j'avais parlé de ma théorie justement des infrasons.
Mais j'ai une autre théorie, ça c'est pour l'origine de l'homme sauvage dans nos contrées. Ah, moi Genre aussi comment j'en est-ce ai qu'il une. apparu. Donc vas-y, dis-le nous. Du coup. Alors après, on passe à Alors, Dimitri alors. On verra si ça se recolle. On verra si ça se recolle, c'est pour ça que ça m'intéresse. l'homme sauvage, je pense que, eh bien, comme on dit, le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Eh bien, je pense qu'il est originaire d'Afrique. Mais d'Afrique à une période, justement, où la végétation était tropicale, genre même encore aujourd'hui, la végétation en Afrique est très tropicale. Et je pense qu'il Et viendrait de ce tropical. coin-là, mais dans ce coin-là, c'était, comment dire, il vivait en groupe. Il vivait en groupe, comme parce que en fait, il y avait de un, les primates sont des animaux sociaux. Ils vivent naturellement en groupe. On connaît qu'une espèce de primate qui vit seul, c'est l'orang-outan. Mais j'en reviendrai à l'orang-outan. Et je pense qu'en fait, alors il y a 2 millions d'années, il y a eu en fait une grande période glaciaire qui en fait a fait s'assécher le détroit de... Attends, là que je dise des conneries, je vais nettoyer ici. Le détroit de Gibraltar, oui, c'est bien ce que je me disais, et qui donc, enfin, qui l'a fait s'assécher, le niveau de l'eau a drastiquement diminué. Ce qui aurait pu permettre à ces animaux, donc comme l'homme plus tard, ce qui aurait pu permettre à ces animaux de le traverser. Et il n'y avait pas que l'homme. Alors, attends, c'était le détroit de Gibraltar, mais il y a eu aussi le couloir du Levant au Oui, Proche-Orient. c'est ça. C'est vers la mer L'homme, Rouge. durant, l'homme, durant cette période, n'a pas été le seul à traverser ces endroits. Il y a eu d'autres primates. C'est pour ça qu'on s'est mis, pas longtemps après ces phénomènes, à retrouver des fossiles de primates un peu partout. Enfin, pas longtemps après, on a trouvé des fossiles de ces animaux à des endroits et on s'est rendu compte que temporairement, ça correspondait au moment où il y a le détroit de Gibraltar qui s'est asséché, il y a euh, euh, ouais voilà. Et je pense que du coup il y a l'homme sauvage, donc notre mastic qui a traversé ce détroit de Gibraltar il y a 1 à 2 millions d'années, 2 à 1 million d'années. Et le problème c'est que comme je l'ai dit, il a fait ça à un moment où il y avait une grande glaciation. Le Oui. problème c'est que du coup les végétaux, la nourriture à travers les végétaux sont devenus beaucoup plus rares, on va dire. Ils se sont retrouvés dans des endroits où c'était pas aussi tropical que l'environnement naturel. Donc il y avait une moins grande quantité de nourriture, les végétaux n'étaient pas aussi développés, épanouis que dans un endroit tropical comme l'Afrique. Donc il y avait beaucoup moins de nourriture, il y avait beaucoup moins de gibier. Je peux prendre par exemple en exemple le youtubeur Animaux Mode d'Emploi. Lui, il a fait une série de vidéos en fait qu'il appelle Expédition, où en fait il se balade dans les forêts du Costa Rica où il vit aujourd'hui. Et à la base, c'est un youtubeur français. Hein, et il vit aujourd'hui dans les forêts au Costa Rica. Et chaque fois qu'il tombe sur un animal, ils disent voilà, ça c'est tel animal. On le connaît pour ça. Il est connu pour. Il est Ouais, utilisé pour ça. ouais, Bref. je vois quel youtubeur c'est. Ouais, il est vraiment incroyable. En fait, on se rend compte que dans les Ouais, régions tropicales, c'est beaucoup plus facile de trouver des animaux, des petits animaux, des insectes, quoi que c'est ce ça. soit d'autre. Dans nos forêts françaises, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a une moins grande abondance de nourriture. Donc, ils vivaient en groupe, mais le fait de vivre en groupe est devenu pour eux un handicap. Et donc, ils se sont mis à vivre seuls pour qu'ils aient une plus grande quantité de nourriture. Parce que le fait de vivre en groupe, du coup, bah, faut partager la nourriture avec le Bah oui. groupe. Ils aiment pas Et partager. ouais, du coup, et c'est compliqué, du coup. Donc, ils se sont mis à vivre seuls. Bah, c'est mieux pour la survie de Je- l'espèce, effectivement.
Oui. C'est pas mal. Et, la théorie, elle est pas mal. Ouais, on, c'est pas mal. Ouais. et comme je pense ça, en fait, je vais mettre d'autres détails qui vont soutenir un peu ma théorie. Déjà, Important. on a une théorie similaire pour expliquer la solitude des orang-outans. On pense que les orang-outans, à la base, n'étaient pas arboricoles. On pense d'abord qu'ils se déplaçaient au sol, mais qu'ils Oui, vivaient en c'est vrai. groupe, C'était et le que, Ramipithèque. justement, oui, Ramipithecus, oui, voilà, c'est ça. Ramipithecus, c'est le nom latin de l'orang-outan? Non, c'est l'ancêtre direct de l'orang-outan qui vivait sur le sol. Oui, ouais, voilà. Et donc, on pense qu'il vivait au sol, mais il y a eu un moment où les arbres fruitiers, je crois que c'est ça, ont été un peu plus hauts. Et donc, bah, c'était beaucoup plus compliqué de trouver de la nourriture. Et ce qu'ils Au se sol, sont mis à faire, bah, c'est se mettre à vivre seuls, chacun de leur côté, à grimper aux arbres, à aller chercher leur nourriture. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé aux orang-outans qu'on a aujourd'hui, qui vivent seuls et qui sont quittés le mode en groupe, le mode de vie en groupe, pour se mettre à consommer, des fruits. pour se nourrir justement, pour survivre. Et justement, autre chose qui va venir soutenir ma théorie, dans le cadre de l'Almasty qui s'est mis à vivre seul et qui a quitté le mode de vie en groupe, pour des raisons de nourriture, dans le Caucase, quand les Almasty étaient nourris, ils vivaient en groupe. On les voyait en groupe. Et c'est quand on a arrêté de les nourrir qu'on s'est mis à les voir seuls. Que leur population, justement, a drastiquement diminué. Et que chaque fois qu'on les voyait, chaque fois c'était seul. Donc, C'est ça. voilà ma théorie. Après, pour les personnes qui disent comment se fait-il qu'on n'ait jamais retrouvé de fossiles, les fossiles de primates, c'est vraiment pas le truc le plus facile, le plus évident à trouver. Bah, Il y avait, en fait, j'avais, ta théorie, je ouais, l'aime bien parce qu'elle peut se recoller avec la mienne et justement, j'ai une explication par rapport aux fossiles. Alors, alors, attendez, on va laisser finir Valentin. Ouais. Et ensuite, Oui, on va laisser finir. ouais, Dimitri va te dire. juste dire un petit truc vite fait. J'avais écouté une série de podcasts disponibles sur Spotify euh, qui est racontée en fait par un paléoanthropologue. Je me rappelle plus de son nom là sur le coup. Ouais, non, je vais pas tenter de m'en souvenir, ça va me faire perdre beaucoup trop de temps. Et il avait expliqué qu'en fait, les primates vivent dans un environnement qui n'est pas du tout favorable à la fossilisation. Pour que Oui, des ossements aussi fossilisent, acide, quoi. oui, pour que les ossements fossilisent, il faut une certaine condition. Déjà, il faut qu'il se trouve dans un endroit où l'ossement ne va pas se décomposer, mais va se figer. Donc, l'ossement, donc, pour que ça fossilise, va se gorger de sédiments. Et c'est pour ça, des fois, qu'on peut trouver des ossements, des fossiles qui sont un peu éclatés, et d'autres qui sont bien conservés. C'est parce qu'en fait, l'ossement va se gorger de sédiments. Et il va péter parce qu'il n'est pas conçu pour ça, mais d'autres peuvent être bien conservés. Eh bien, les primates, eux, vivent dans des coins où les sols sont acides, bref, il y a tout un tas de phénomènes écologiques qui font que ça peut pas fossiliser correctement. Et il avait dit justement, les fossiles de primates sont tellement rares que la plupart des paléoanthropologues refusent de faire du terrain. Lui, il avait expliqué, moi je refuse de faire ça, le meilleur des moyens d'en apprendre plus, c'est de faire du terrain. Donc, les fossiles de primates sont rares et difficiles à trouver. Donc, si on n'a pas trouvé de fossiles d'Almasty, ça n'a rien d'étonnant. Donc, vas-y, je te laisse terminer, Dimitri.